Alors, en évoquant l'intelligence collective, on ne peut pas omettre l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on pense collectivement, y compris avec les machines, au point parfois qu'on ne sache plus bien exactement dans les prises de décision si elle est humaine, machinique, je dirais hybride, qui est un terme que tu aimes bien. Il y a eu beaucoup de recherches autour de cette question de l'hybride ici. Il est clair, j'imagine pour toi, que l'intelligence artificielle fait partie des grands défis, si ce n'est peut-être même quasi le défi du 21e siècle. Alors très certainement. Ce qui est sûr, c'est que ça excite beaucoup de monde, cette histoire. Alors l'intelligence artificielle, elle est à la fois super intelligente. Prenons l'exemple de la voiture sans pilote, la voiture autonome, qui calcule plusieurs milliards d'opérations par seconde pour être capable non seulement de voir tout ce qui est autour d'elle en permanence sans jamais être fatiguée, mais qui est même capable de prédire un accident. Il y a des vidéos qui montrent ça sur YouTube où simplement parce qu'elle analyse, elle calcule tout ce qui bouge autour d'elle, elle peut plus vite que le conducteur anticiper le fait qu'il va y avoir un accident et freiner avant même que le conducteur ait pu réaliser que ça allait arriver. Donc elle est super intelligente et en même temps elle est super bête. Pourquoi? Parce que si devant une voiture autonome, je prends une craie et que je trace une ligne blanche, elle s'arrête. Parce que son code lui dit qu'elle ne peut pas traverser la ligne blanche, donc elle n'est pas capable de contextualiser ce qui se passe. Un gamin peut arrêter une voiture autonome en mettant une ligne blanche devant elle. Donc elle est super intelligente, elle est super bête. En fait, elle est capable, par exemple quand elle joue au Go, elle est capable de gagner à tous les coups, elle connaît toutes les combinaisons, elle sait toutes les combinaisons, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle joue. Voilà. Donc c'est la question de la conscience. Elle n'a pas ce qu'on appelle l'IA forte, qui est l'intelligence artificielle, qui est capable d'avoir une conscience d'elle-même, réflexive. Et ça, est-ce que ça arrivera un jour? En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors en même temps, ça relève, fait réémerger quelques peurs, notamment quand l'IA est associée au robot, et sur des terrains sociaux, sociétaux, comme l'emploi par exemple. Ça, on peut pas le refuser, même s'il y a des solutions en devenir. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que l'intelligence artificielle est en train de prendre la main sur la plupart des tâches, que ce soit les tâches de force, ça a commencé par ça, ou les tâches expertes. Alors, pourquoi elle se régale avec les tâches expertes? Parce qu'une tâche experte, c'est une tâche qui est extrêmement processisée en réalité. Donc, plus c'est processisé, et plus l'intelligence artificielle le reproduit facilement. Donc, c'est pour ça que les notaires, les avocats, tout un tas de métiers qui avant apparaissaient comme des métiers intouchables, au contraire, aujourd'hui, commencent à tomber comme des mouches. Donc, il y a plein de métiers qui vont disparaître parce que l'intelligence artificielle va les prendre en main, si je puis dire, mais il y a aussi plein de nouveaux métiers qui vont apparaître, et on sait que la génération de mes parents, c'était un métier pour la vie. Ma génération, c'est 3 métiers à peu près en moyenne pour la vie. La génération de nos enfants, c'est 15 métiers pour la vie. C'est-à-dire qu'on va passer dans un processus où, en permanence, on va inventer, on va faire évoluer nos pratiques, parce qu'on sera dans une coévolution avec les intelligences artificielles qui vont nous challenger en permanence et faire évoluer nos pratiques. C'est intéressant quand tu évoques les voitures autonomes, les robots aussi, qui sont dotés de comportements envers lesquels on a une forme d'empathie. On se pose la question des responsabilités quand une voiture autonome renverse un passant en Californie. On pourrait presque leur attribuer des identités. Alors la question de l'identité, c'est un vieux rêve, si je puis dire, Blade Runner. Enfin moi, c'est un film qui m'a extrêmement marqué quand j'étais jeune, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on arrivera un jour à créer des créatures qui auront leur propre identité, leur propre conscience, etc. Alors, on a tous vu le robot, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais le robot humanoïde qui a eu la première identité, puis c'est une identité saoudienne qui lui a été donnée. Ce qui est sûr, c'est que le cyborg, plus que le robot, je pense, le cyborg qui est la fusion homme-machine, donc qui est différent du robot, là c'est vraiment la fusion entre l'humain et la machine, le cyborg pose une vraie question sur l'identité, qui pose la question du genre aussi, des espèces. Là, il y a quelque chose, je pense, là, il y a un vrai point d'interrogation intéressant qui est en train d'émerger autour de cette question de la fusion homme-machine. La machine elle-même, est-ce qu'elle aura une identité? Je ne crois pas, il faudrait qu'elle ait une conscience. Donc,
Alors dans les autres peurs, il y a aussi le robot et la guerre. Quand on voit l'habileté, la force, la puissance des robots de Boston Dynamics, à la fois on est époustouflé, mais on peut aussi être un petit peu effrayé. Et là, j'aime bien quand tu fais cette différence entre les robots de défense et d'attaque, qui est en effet un robot qui serait puissant et possiblement armé. Tout dépend évidemment de sa programmation, mais on pourrait dire deux grandes catégories entre défense et attaque. Absolument. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se sont émus publiquement de la question, que ce soit des Stephen Hawking, que ce soit même des généraux militaires, etc., qui ont fait des tribunes pour alerter l'opinion sur ces questions aujourd'hui liées à ce qu'on appelle les robots autonomes d'attaque. Ils existent déjà. Hein. Si vous allez sur la frontière coréenne entre le nord et le sud, il y a déjà des robots qui sont capables de détecter automatiquement quelque chose qui arrive, de l'analyser, de tirer sans que personne n'ait donné un ordre. Et ça pose une vraie question, effectivement, qui est une question éthique, de qui prend la décision de tuer. Si les machines peuvent, de manière autonome, prendre la décision de tuer, bon, on est un peu dans Terminator, là, il faut commencer à regarder. Donc c'est une vraie question éthique. Qui est débattu, qui commence à être débattu dans les plus hautes sphères, si je puis dire. Là, on est très loin de la RGPD, hein, on est vraiment dans des problématiques éthiques importantes. Ça pose la question de la boîte noire de la machine. L'accès à la boîte noire de la machine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le militaire, on sait que c'est pas possible. Les Russes viennent d'annoncer, là, la fabrication de tanks autonomes, de tanks d'attaque autonomes. Bon, c'est parti, hein, le coup est parti aujourd'hui. On n'a déjà pas accès à la boîte noire de l'iPhone. Je ne vois pas pourquoi on aurait accès aux tanks russes. Pardon pour cette note d'humour. Alors, tout ça, ça pose aussi la question de dématérialisation du monde. Alors, c'est intéressant quand on évoquait tout à l'heure cet intérêt qu'on a eu pour le virtuel, qu'on a encore, qu'on a plus récemment pour la rematérialisation du monde au travers des imprimantes 3D, par exemple. Il y en a ici. Hein. Malgré tout, aujourd'hui, on est quand même dans une phase de dématérialisation. Quand tu évoques la blockchain, donc les crypto-monnaies, les valeurs sont de plus en plus immatérielles. Ça pose aussi la question, évidemment, de la répartition des richesses. Les plateformes captent la valeur aujourd'hui. On le sait tous. On est rentré dans un capitalisme capitaliste. Où véritablement les plateformes aspirent la valeur. Donc il y a des concentrations de richesses absolument incroyables qui s'opèrent. Il n'y a pas de redistribution. Hein, on voit bien tous les enjeux, toutes les discussions politiques qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de régulation au niveau mondial. Et donc effectivement, tant qu'on n'aura pas régulé à l'échelle mondiale l'économie, et notamment tout ce qui touche à la financiarisation, à la spéculation, etc., les paradis fiscaux, on n'aura pas résolu le problème. Donc c'est effectivement une question de fond. Aujourd'hui, il y a des concentrations de richesses extrêmement fortes qui s'accentuent. Il y a toujours plus de milliardaires et toujours plus de pauvres de l'autre côté, et puis les classes moyennes disparaissent, et c'est un vrai sujet. Alors, on est encore en crise sanitaire. Le CUP qui reçoit du public, évidemment, c'est aussi un sujet. On a vu avec cette crise sanitaire qu'elle a révélé les quelques dysfonctionnements de l'Europe, même si on veut y croire. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourrait envisager une gouvernance mondiale ? Pour ma part, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tuer le local. Je ne crois pas du tout. Moi, je suis absolument convaincu que c'est juste une question de niveau de subsidiarité, comme on dit, c'est-à-dire de compétences à des échelons différents. C'est déjà le cas dans une société, en France par exemple, il y a déjà ces échelons de subsidiarité, et on voit bien que la ville, la communauté d'agglo, le département, la région, l'État gèrent chacun des niveaux de compétences différents. Pourquoi ça ne continuerait pas à une plus large échelle ? Donc c'est ça qu'il faut qu'on règle. Donc c'est les grands pouvoirs régaliens, comme l'économie par exemple, qui doivent être régulés au niveau mondial pour permettre au local d'exister dans ces différences. En même temps, le RGPD, finalement, c'est une belle idée européenne qui d'ailleurs a séduit bien au-delà de l'Europe. Comme quoi, finalement, c'est possible quand il s'agit notamment de digital.